Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission Santé Plus. Aujourd'hui, nous avons le grand honneur de recevoir le professeur Christine Catlama, co-découvreuse du virus VIH2, et nous allons continuer notre série d'interviews qui ont eu lieu dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Alors, en 2019, près de 38 millions de personnes dans le monde vivent avec le virus de l'immunodéficience humaine VIH à l'origine du sida. Si cette infection ne peut être éradiquée, le traitement antirétroviral permet désormais de le contrôler efficacement. Co-découvreuse du VIH2, Christine Catlama milite pour que le dépistage devienne un réflexe pour tous et que cette infection cesse d'être une maladie du silence. Alors, vous êtes impliquée dans énormément d'initiatives en France comme à l'international, et nous allons faire le point avec vous des avancées thérapeutiques et des différentes approches préventives et curatives qui permettent de réduire les transmissions du virus. Alors, la première question, c'est en fait, comment prenez-vous en charge aujourd'hui les malades atteints du VIH après plus de 20 ans de recherche et de développement? On a des armes fantastiques. Alors, tout d'abord, les gens ne sont pas forcément malades. Ils sont infectés. Je crois que c'est vraiment important. On a souvent dit le VIH, c'est très longtemps une maladie asymptomatique. Donc, il faut se faire tester. Alors, à l'heure actuelle, eh bien, toute la communauté internationale sait qu'il faut, dès que le diagnostic par un test est fait d'infection VIH, alors qu'il n'y a aucun symptôme, contrôler ce virus. Ces médicaments antirétroviraux, que font-ils? Eh bien, ils vont bloquer le cycle, la multiplication du virus. Et voilà ce que nous voulons. Donc, nous arrêtons avec ces traitements la prolifération et la diffusion du virus dans l'organisme. Plus tôt il est administré, mieux est le résultat ultérieur sur l'immunité. En outre, et on y reviendra, ces médicaments, en bloquant la progression, la multiplication du virus, permettent aussi, lorsqu'ils sont pris avant une exposition malencontreuse, eh bien, d'empêcher l'infection. Donc ces traitements, à l'heure actuelle, assurent le contrôle de l'infection chez les gens infectés et assurent la prévention. Alors, on reviendra sur ces traitements que l'on peut prendre justement pour éviter d'être infecté, mais peut-être c'est important d'expliquer, on a beaucoup parlé de trithérapie, comment ça marche au quotidien? Est-ce que les gens prennent un comprimé? Est-ce que c'est un traitement lourd? Comment ça fonctionne en 2020, un traitement? Alors ça fonctionne très très simplement. En 1996, effectivement, on s'est rendu compte qu'il fallait 3 des médicaments que nous avions pour mettre le virus au stade de la non-détection. Le virus ne se réplique plus. À l'heure actuelle, les médicaments ont évolué, ils sont plus puissants, ils sont tous en une prise par jour, et même, nous avons depuis plusieurs années identifié des stratégies où il n'en aurait plus que 2 et qui permettent de contrôler le virus. Donc à l'heure actuelle, vous arrivez à la consultation, vous êtes séropositif, vous venez voir un spécialiste, comme moi ou mes collègues, eh bien nous allons faire un bilan court, tout ça se passe en externe, et vous allez repartir le jour même ou dans un délai de 3 jours avec un traitement qui sera en pratique 1 gélule par jour. Est-ce que ces traitements, la tolérance de ces traitements a évolué dans les 10 dernières années? Est-ce que c'est des traitements qui ont beaucoup d'effets secondaires? Comment ça? Non. Ouais. Honnêtement, et chaque fois en consultation, bien sûr, on interroge, les gens disent « j'oublie complètement ». Ils ont le rythme, ils ont la routine, on prend son petit comprimé le matin, le soir, et justement, c'est ça de ça qu'on doit s'assurer. Alors même si, effectivement, vous faites partie des 5% qui ont un petit effet secondaire
au traitement A, eh bien, il y a une solution, il y a un traitement B. Et on a une palette de médicaments qui permettent de donner un traitement parfaitement accepté à chacun. Alors revenons peut-être sur la question du dépistage, parce que vous avez tout à l'heure précisé que plus on intervenait tôt et plus on avait les chances non pas d'être guéri, mais en tout cas de passer en dessous de ce seuil de contamination, de diffuser en fait. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment on organise ce dépistage en France? Est-ce que ça a évolué, ça aussi? Est-ce que les outils ont évolué? Tout à fait. Alors qu'auparavant, il y avait des endroits où il fallait aller dire pourquoi on vous laisse tester, à l'heure actuelle, c'est extrêmement simple. Les centres de dépistage anonymes existent toujours. Et puis surtout, les autotests ont été diffusés. C'est particulièrement important. Il y a des tas de personnes qui, parce qu'ils savent qu'ils peuvent s'exposer, se testent régulièrement. Ainsi, cette démarche permet de reconnaître l'infection très tôt, de la contrôler pour soi et d'éviter de la diffuser. Et vous voyez, cette démarche personnelle, elle est vraiment importante. Ces autotests, ils sont disponibles partout dans le monde de manière assez facile? Normalement, oui, assez facile. Alors en particulier dans des pays de très forte prévalence, comme par exemple l'Afrique subsaharienne, eh bien, il y a des initiatives justement pour mettre à disposition ces autotests. C'est très important dans des populations particulières. Vous êtes jeune, vous voulez, il faut vraiment démultiplier ces tests et des tas d'organismes s'y emploient. Je crois que c'est pas encore assez ancré dans les gens. Ça devrait faire partie d'un accompagnement de sa vie sexuelle. Voilà, je vais me faire tester. Maintenant, ce qui reste malheureusement très particulier avec le VIH, c'est le regard des autres, c'est le regard sociétal. Et malheureusement, ça n'a pas beaucoup évolué. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir faire des démarches personnelles, puis après d'être aiguillé dans des endroits qui vont être amicaux dans la prise en charge. Normaliser le regard sur le VIH, c'est un combat long et difficile. Est-ce qu'on peut aujourd'hui passer un message aux jeunes? Parce que en vous entendant, je me dis, mais si alors on peut se tester, si alors on peut se traiter, est-ce que finalement je ne vais pas faire un peu moins attention dans mes pratiques sexuelles? Est-ce qu'il y a un laisser-aller puisque maintenant on a une solution? Je ne parlerai pas de laisser aller. La sexualité, ça fait partie des gens, de la vie des gens et de l'équilibre de tous les humains. Donc, voilà, on ne peut pas vivre sur ne faites pas ci, ne faites pas ça. Je veux dire, bien sûr, il faut promouvoir les préservatifs, mais ils ne sont pas toujours accessibles. Donc, c'est aussi important pour moi d'informer la population. Et puis moi, je sais ce que je fais, mais est-ce que mon partenaire sait ce que... Donc il faut pouvoir en parler. Hein. Et tout ce qui a trait à la sexualité, enfin, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, c'est souvent compliqué. Bien sûr. Y compris dans des couples établis. C'est ce que j'allais vous dire finalement. Est-ce que quelle est la population pour laquelle le sida évolue encore aujourd'hui, malheureusement, malgré toutes les campagnes de prévention et tous les engagements qui sont pris en France et dans le monde? En France, on a en gros deux populations. On a la population des homosexuels masculins, encore que probablement elle va diminuer, on peut s'y attendre, mais tout le monde ne fait pas partie des milieux très branchés. Il y a des populations HSH, comme on dit, qui sont moins accessibles à toute cette information, et puis à la population des gens qui viennent, hétérosexuels, mais qui viennent d'endroits ou qui évoluent dans des milieux où circule beaucoup plus le virus, c'est-à-dire des populations d'origine d'Afrique subsaharienne. Parce que là encore, on n'en parle pas, on ne se teste pas, et trop souvent, on attend
qu'il y ait des symptômes pour consulter. Ça, je pense que c'est un message à dire, à faire passer. Il y a des tests. En France, il y a des endroits où on peut venir sans décliner son identité et sans avoir quoi que ce soit à payer. Oui, nous avons d'ailleurs mis en avant beaucoup de ces initiatives. N'hésitez pas, vraiment, il y a beaucoup d'outils à votre disposition. Vous pouvez aller sur le site de Aide, sur le site de SIDAction, sur le site d'Afravi dont on va parler. Tous les acteurs qui luttent contre cette maladie mettent à disposition énormément d'informations. Donc ne doutez pas et allez là où il y a la bonne information. Il y a énormément d'outils de dépistage. Oui. Posez-vous la question. Oui. Alors, vous avez parlé de stratégies thérapeutiques allégées, en fait, puisque vous avez été une pionnière, d'ailleurs, à la Pitié-Salpêtrière. Quels sont les espoirs des 10 prochaines années, ou qu'est-ce qui a changé déjà dans les 2 dernières années pour la vie des malades, pour la vie des familles, en fait? Et quelles ont été ces innovations? Alors, les innovations en cours, c'est effectivement moins de médicaments. Pourquoi est-ce qu'on va chercher à avoir moins de médicaments? Parce qu'on sait que le traitement, jusqu'à maintenant, il est à prendre à vie. Il faut contrôler ce virus toute sa vie. Si on arrête un traitement, dans les 10 à 15 jours, le virus rebondit. Il n'est qu'endormi par les traitements. Alors, on n'a plus seulement une échéance à 2-3 ans, on a une échéance sur 30, 40 ans, car à l'heure actuelle, les gens séropositifs vont vivre parfaitement normalement. Les médicaments restent des molécules chimiques. Si je veux obtenir le contrôle parfait, ce qu'on va appeler l'indétectabilité, c'est un peu compliqué, de la charge virale, le degré 0 de la réplication, quasi 0, si je peux y arriver avec 2 molécules, pourquoi le ferais-je avec 3, quand bien même celle-ci? Car j'ai 30 ou 40 ans d'exposition. Les médicaments actuels, en tout cas la plupart, sont puissants, ils sont robustes et plusieurs études, depuis maintenant 4-5 ans, montrent que des bithérapies vont pouvoir être aussi efficaces que des trithérapies. Alors je choisis d'en donner 2 plutôt que prendre 3 molécules chimiques. Il y a aussi d'autres formules qu'on a mis en France et il y a eu de gros essais qui montrent par exemple qu'une trithérapie, pas toutes, mais prise par exemple, sauf le week-end, une fois que je suis déjà indétectable, sont parfaitement efficaces. Et ça, les gens sont très sensibles. Et puis, l'innovation qui arrive et qui est majeure, c'est les traitements qu'on va appeler de longue durée. À l'heure actuelle, il y a des médicaments, ils ne sont pas encore disponibles, mais ils vont l'être en 21, où avec une injection intramusculaire, en fait 2, je vais pouvoir avoir une action pendant 2 mois. Formidable. Donc, plus besoin de prendre des traitements tous les jours. Et ça, c'est important dans des contextes particuliers où les gens sont assez friands. Je vais partir. Tout d'un coup, je m'échappe du quotidien parce que même si c'est une gélule, ça me rappelle toujours que je suis séropositif. Il y a même, à l'heure actuelle, et on va avoir en essai des médicaments qu'on pourra prendre oralement une fois par semaine. Il y a des choses qui vont pouvoir agir 3-4 mois. Donc c'est vraiment tout à fait important et on est très heureux que cette innovation continue car effectivement 40-50 ans de traitement, même s'il est facile, on assiste à un moment à des gens, parce que la vie c'est ça a des hauts, des bas, où on en a un peu marre et on lâche son traitement antirétroviral. Bien sûr. Prendre son traitement tous les jours, c'est évidemment indispensable, mais si la recherche nous permet de pouvoir l'oublier 1 ou 2 fois par semaine, c'est un espoir formidable, évidemment.
J'ai envie de poursuivre sur l'aspect peut-être économique des choses, puisque ces traitements seront-ils disponibles pour le Nord comme pour le Sud? Comment faites-vous? Vous êtes très engagé aussi sur le plan politique. Comment fait-on pour assurer une équité d'accès à cette innovation? Alors, on y participe nombreux, hein, et c'est effectivement... je dois dire que les firmes pharmaceutiques ont eu jusqu'à présent comme politique de effectivement développer, d'avoir des prix qui sont pas si donnés au Nord, où il y a moins de patients, mais pour permettre et pour donner des brevets pour permettre de fabriquer ces médicaments, soit par des génériqueurs qui vont être disponibles. À l'heure actuelle, les stratégies que nous utilisons sont disponibles en Afrique, en tout cas pour les premières lignes, et les médicaments les mieux sont disponibles en Afrique, donc à des coûts évidemment qui sont bien inférieurs. Malgré tout, c'est aussi important qu'il y ait une communauté internationale, le Fonds mondial, une tête qui se mobilise pour que ne cesse jamais cet accès au traitement pour les 37-38 millions. C'est ça qu'il faut. Il faut qu'on puisse contrôler. L'espoir de mettre fin à cette pandémie, il est réel, puisqu'il n'y a pas d'autre source de virus que les gens. Si on empêche le virus de se répliquer chez tous les gens infectés de la planète, alors la pandémie s'arrêtera. C'est un message très important que vous venez de nous passer là, et je crois que vous êtes très engagé évidemment dans ce sens. Est-ce que vous êtes soutenu par les autorités publiques françaises? Est-ce que finalement il y a évidemment un autre fléau qui sont les maladies neurodégénératives par exemple, mais bien sûr il y a beaucoup d'autres maladies comme le cancer et j'en passe. Est-ce qu'on a continué à soutenir la recherche biomédicale dans le domaine du sida? Tout à fait. On a eu la chance en France, qui nous a permis d'accéder à un niveau scientifique, de publication, tout ce qu'on mesure, très important avec la création de l'Agence nationale de recherche sur le sida. Alors maintenant, elle va évoluer avec l'agence d'Avicenne pour faire une grande agence sur les maladies infectieuses, en particulier transmissibles. C'est très important. À travers le VIH, vous avez aussi tout ce qui va être une santé communautaire, la santé du jeune, les maladies sexuellement transmissibles. Je ne sais pas si on parlera des hépatites, mais on a de quoi contrôler les hépatites. Et ça n'est pas fait. Voilà, c'était ma question suivante. Faisons un point aussi sur ces traitements contre les hépatites. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme message aujourd'hui? Parce que là aussi, il y a eu, on va dire, des fake news et il y a beaucoup d'idées reçues en fait sur ces traitements, sur ces vaccinations. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous livrer comme message sur l'hépatite? Les hépatites, disons que les hépatites chroniques, il y en a deux. L'hépatite C, ça y est, on l'éradique. On donne un traitement, c'est un virus à ARN. Ce n'est pas un virus qui se cache dans les cellules. Donc là, il y a ce qu'il faut. 2 mois de traitement, on est guéri. Malheureusement, ces traitements ne sont pas disponibles dans les pays à ressources limitées. Ils ne sont pas disponibles. Pas suffisamment. Or, voilà une infection chronique sur la Terre qu'on pourrait éliminer. L'hépatite B. L'hépatite B, elle a un vaccin. Malheureusement, les vaccins ne sont pas encore assez distribués au jeune âge. Mais il y a aussi un traitement. Entre parenthèses, c'est une des molécules qui est aussi très efficace dans le VIH. Et ça, eh bien, voilà, ça n'existe pas suffisamment. Vous avez un accès au tenofovir pour le VIH et vous n'avez pas d'accès facile au tenofovir qui ne coûte plus rien du tout dans l'hépatite B. Probablement parce qu'on a trop morcelé. C'est pour ça qu'il nous semble, à la famille, extrêmement important de parler du VIH, des hépatites et puis de la santé sexuelle.
Bien sûr. Alors, vous avez cité cette association AFRAVI, des acteurs francophones, en fait, sur le VIH et l'hépatite. L'AFRAVI, c'est une association, une alliance qui existe depuis plus de 10 ans, je crois, que vous avez été une des grandes leaders de cette... Vous êtes une grande leader de cette alliance. Il y a eu donc le mois dernier une conférence digitale qui a rassemblé plus de 3000 participants. C'est un exploit quand on sait que les uns et les autres se connectaient partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler ce que c'est cette alliance sur le plan politique, mais aussi sur le plan interventionnel, puisqu'il y a énormément d'initiatives qui sont développées par cette alliance, et quels ont été les grands messages de cette dernière conférence internationale? Alors, effectivement, créé il y a 13 ans, tout petit, sur le constat qu'effectivement, les grands rassemblements scientifiques étaient anglophones. Or, il y a une partie qui n'accède pas facilement à la discussion, aux échanges nécessaires. Donc, il nous a semblé important de créer quelque chose de francophone. L'Alliance, j'insiste, parce que ce n'est pas seulement, même si moi je suis médecin, un monde médical. C'est extrêmement important dans une problématique comme le VIH, mais beaucoup de problématiques de santé, d'associer les acteurs communautaires, la société civile, toutes les politiques aussi. Et effectivement, à l'AFRAVI, donc on a partage de connaissances, transfert, compétences, formation. Depuis plus de 10 ans, nous avons un cours de recherche clinique qui a lieu en Afrique, qui permet à des jeunes médecins d'apprendre à organiser les connaissances, à exploiter leurs données, à mettre en place des protocoles. On a donc aussi un colloque qui est tourné vers le monde de la Méditerranée. Les communautés méditerranéennes qui ne se reconnaissaient pas, qui n'avaient pas d'espace dans les grandes messes internationales où l'Afrique pouvait être présente, surtout d'ailleurs de l'Afrique de l'Est anglophone. Et donc c'était important parce qu'il y a beaucoup de choses à discuter autour des thèmes du non-dit, de la sexualité. Donc on a créé un colloque qui s'appelle Aframed, qui a lieu tous les 2 ans, et qui permet à 200-300 personnes, vous voyez, de se réunir, d'échanger, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, etc. Et puis, on a cette année donc produit un livre papier, mais surtout un livre numérique qui est accessible gratuitement pour tous les professionnels et tous les gens qui souhaiteraient apprendre et lire sur le VIH, les hépatites et la santé sexuelle. Pas du tout écrit par des médecins, il y a des chapitres très... Voilà. Donc, c'est pour moi un engagement important que de passer les connaissances, de faire en sorte que les gens s'approprient. Alors, la dernière manifestation, qui est le colloque, qui a lieu tous les 2 ans, la conférence internationale, cette année a été chamboulée, elle devait être à Dakar en avril, puis on l'avait repoussée en pensant en février, on s'est dit qu'en novembre on serait sorti du Covid, et bien non. Donc on a finalement transféré cette conférence qui a permis, parce qu'il faut voir dans effectivement le digital tous les aspects positifs, et près de 3500 personnes se sont inscrites. La conférence est disponible jusqu'au 31. Elle était organisée en petites sessions. Je me suis rendu compte que les gens s'exprimaient presque plus, souvent. Là où vous n'osez pas lever le doigt, vous exprimer en public, eh bien, derrière votre ordinateur, finalement, dans votre bureau, dans votre espace auquel vous êtes habitué, eh bien, vous vous lancez. Et voilà, ça doit nous servir. Donc, on a en prévision des cours de formation, parce que finalement, c'est
pas très compliqué à organiser, et encore disséminer l'information, l'adapter, faire discuter les gens entre eux, apprendre ce qui se passe à côté, voilà comment je pourrais... C'est de ça, voilà. C'est à partir de ça qu'on va pouvoir améliorer les pratiques. C'est toujours en regardant ce qui se passe ailleurs qu'on progresse. Alors, partage de la connaissance, transfert de compétences. On arrive à la fin de cette émission. Puis-je me permettre, puisque nous avons la chance d'avoir le professeur Christine Catlama, qui est spécialisée dans les maladies infectieuses, de vous poser une ou deux questions sur le Covid-19, bien sûr, parce qu'on est à un moment qui est rempli d'espoir et puis en même temps qui reste quand même très anxiogène. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire aujourd'hui? Si vous aviez 3 messages pour les téléspectateurs, qu'est-ce que vous voulez nous transmettre? Alors, 3 messages. SARS-CoV-2, c'est un virus qu'on peut parfaitement contrôler. On peut le contrôler, on a vu, on vit au rythme des barrières, il se transmet entre les humains, mais finalement, on a bien identifié les moyens de transmission. Et puis surtout, il y a ce fantastique espoir de la vaccination, ce qu'on n'a pas dans le VIH. Alors, j'entends, bien sûr, c'est nouveau, mais il y a une technologie fantastique. C'est un virus, on va facilement induire des anticorps, et moi, je suis très optimiste. Mais à côté de ça, il nous faut aussi des molécules, comme dans le VIH, des molécules, et il en existe, qui vont bloquer le virus. Pour les gens qui ne seront pas vaccinés, pour les gens qui n'auront pas une réponse suffisante, il nous faut aussi des armes, et ces armes, elles existent déjà au laboratoire, elles sont en investigation en France. Donc voilà, il faut qu'on avance parce qu'on va trouver des médicaments anti-Covid. Merci beaucoup pour ce message plein d'espoir. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Santé Plus.